À 4500 mètres d'altitude, au sommet le plus élevé de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, se dresse un ancien mur de pierre qui, dit-on, marque le début de la résidence du dieu guerrier connu sous le nom de Kawawa Karpo. Selon les croyances du bouddhisme tibétain, à partir de ce point, la terre est considérée comme sacrée. Et pour les habitants locaux, c'est une frontière qu'aucun être humain ne devrait jamais franchir. Chaque année, environ 20 000 pèlerins du monde tibétain entier visitent la montagne de Kagarbo. Beaucoup d'entre eux parcourent à pied les 240 km du sentier qui encercle sa base dans le cadre de leur rituel de pèlerinage. Mais personne ne met réellement le pied dessus. Ceux qui l'ont fait par curiosité n'ont jamais osé aller au-delà de ce mur de pierre, jusqu'à ce qu'un hiver se la change. À un moment donné, fin décembre 1991, un groupe de 17 alpinistes a franchi le mur malgré la forte opposition et les avertissements des villageois. Et en quelques jours, ils ont été ensevelis sous 300 000 tonnes de glace et de neige dans ce qui allait devenir la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la montagne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils ont payé le prix pour avoir franchi une ligne qui ne devait jamais être traversée. Voici leur histoire. En août 1987, les habitants du village de Yubon, situé au pied de la chaîne de montagnes enneigées de Méli au Yunnan, ont commencé à remarquer qu'un groupe de personnes inconnues apparaissait dans le village de nulle part. D'après ce qu'ils pouvaient voir, ces gens étaient venus avec un tas de sacs grands et petits, avaient monté leurs tentes dans les forêts voisines et n'arrêtaient pas de regarder vers les montagnes comme s'ils exploraient quelque chose. Personne ne savait vraiment qui ils étaient ou pourquoi ils étaient venus. Mais les villageois, étant aussi hospitaliers que toujours, les ont accueillis avec beaucoup de thé au beurre traditionnel et de vin d'orge brassé localement. Néanmoins, il n'est pas passé inaperçu que le groupe passait une quantité étrange de temps à essayer de se lier avec les habitants locaux et à poser trop de questions. Naturellement, il n'a pas fallu longtemps avant que les gens commencent à se demander quelle était la vraie raison de leur visite. À en juger par l'équipement qu'ils avaient avec eux, certains ont pensé qu'ils étaient peut-être des scientifiques ou des chercheurs de quelque sorte. Mais quand quelqu'un leur a demandé directement, le groupe a répondu qu'ils étaient là pour escalader les montagnes enneigées de Méli. Bien que cela sonne direct et juste, cette réponse était en fait assez calculée. Le groupe venait du club alpin académique de l'université de Kyoto au Japon, accompagné de quelques alpinistes chinois. Leur objectif était d'atteindre le sommet de Kagarpo, ce qui aurait été la première ascension réussie de la montagne. Et ils étaient là pour étudier le terrain et les conditions. Mais sachant à quel point cette montagne était sacrée pour les habitants locaux, ils ne voulaient pas causer de problème. Alors quand les gens demandaient, ils disaient simplement qu'ils escaladaient les montagnes enneigées de Méli. Et cela a fonctionné puisque la plupart des villageois n'étaient pas familiers avec ce nom. Ils ne connaissaient que le pic principal, Kagarbo. Et pour eux, tout le reste là-bas faisait partie du domaine du dieu de la montagne. Et il ne leur est probablement même jamais venu à l'esprit que Kagarbo était précisément le pic pour lequel ces étrangers étaient venus. Pendant presque 2 ans, l'explication vague a suffi pour s'en sortir. Pendant ce temps, ils ont mené toutes sortes d'études en enquêtant sur la géologie, les modèles météorologiques, la vie végétale et les animaux autour de la montagne, documentant tout pour leur prétendue mission de recherche. Pendant ce temps, ils ont aussi construit une connexion assez solide avec les habitants locaux et ont même réussi à faire rejoindre 2 des villageois à l'expédition, tous 2 pensant qu'ils aidaient simplement un groupe de chercheurs faisant du travail de terrain dans les montagnes. En plus de ces 2 habitants locaux, l'équipe complète d'alpinisme avait 17 personnes, 12 d'entre elles étaient des alpinistes et scientifiques japonais, et les 5 autres étaient chinois. Environ un tiers d'entre eux avaient déjà escaladé des pics de plus de 8000 mètres, et le reste étaient des chercheurs de premier plan de toutes sortes de domaines. Dans l'ensemble, c'était l'une des équipes les plus expérimentées et qualifiées qui soit jamais apparue dans ces montagnes. La seule chose qui se dressait sur leur chemin étaient les croyances profondément enracinées des villageois qui étaient convaincus que quiconque oserait manquer de respect à Kagarbo devrait faire face à la colère de la montagne. Au début de 1990, la phase finale de préparation avait commencé. Tout ce qu'ils attendaient était le feu vert officiel du Conseil d'État. Après des tours d'aller-retour, ils ont finalement obtenu le feu vert en novembre de cette année-là pour escalader la chaîne de montagnes enneigées de Méli. Mais juste à cette époque, les villageois de Yubon ont découvert ce que l'équipe planifiait vraiment. Et leur réaction a été beaucoup plus intense que quiconque s'y attendait. Au moment où ils ont entendu que les alpinistes étaient sur le point de mettre le pied sur ce qu'ils considéraient comme la tête de leur dieu, quelque chose que leurs ancêtres avaient adoré pendant des générations, les villageois et les dirigeants religieux ont tout tenté. D'abord, ils ont supplié l'équipe d'arrêter. Quand cela n'a pas fonctionné, les supplications se sont transformées en avertissements. Ils ont dit que la montagne ne leur pardonnerait pas,
qu'elle les ferait payer pour ce qu'ils étaient sur le point de faire. Les alpinistes ont essayé de raisonner avec eux, disant que leur expédition pourrait en fait apporter de l'argent en embauchant des mules et des chevaux du village, et que s'ils réussissaient, cela pourrait même stimuler le tourisme. Mais rien de tout cela n'a fonctionné. Les conversations ont continué à tourner en rond, escaladant des discussions aux arguments puis aux cris et malédictions en règle. Fin novembre, avec le permis en main, l'équipe a tenu une grande cérémonie d'adieu dans un temple local juste en face de la montagne, espérant finir les choses de manière respectueuse. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que de l'autre côté de la vallée, près de 20 000 Tibétains s'étaient rassemblés au pied du mont Kagarbo, s'agenouillant, allumant de l'encens, priant et demandant à la montagne de punir les intrus avec tout ce qu'elle avait. Le 1er décembre 1990, l'équipe chinoise-japonaise a officiellement commencé son ascension du mont Kawagarbo. Menant le chemin était un alpiniste vétéran de 45 ans, Jiro Ueno. Pendant les premiers jours, les choses se sont déroulées étonnamment bien. Ils ont rencontré certaines des conditions météorologiques les plus faciles qu'on puisse espérer dans ces montagnes couvertes de neige, ce qui a donné à l'équipe une bonne dose de confiance dès le début. Avec des conditions majoritairement sèches, ils ont fait des progrès rapides et ont établi leur camp de base vers 3500 mètres. De là, ils ont avancé encore 300 mètres jusqu'à ce qu'ils frappent un terrain plus raide. C'est là qu'ils ont fait une pause pour s'équiper de crampons et d'autres équipements techniques. Et c'est juste à ce moment-là, pendant cette pause d'équipement à 3800 mètres, que 2 Sherpas du village ont finalement réalisé ce qui se passait. Malgré tous les échanges houleux dans le village, ces deux avaient d'une manière ou d'une autre encore cru que l'équipe était juste là pour la recherche ou une sorte de documentation. Mais quand ils ont vu les alpinistes attacher des crampons, ils ont réalisé que les alpinistes planifiaient réellement de traverser en territoire interdit et de manquer de respect à leur dieu. Les 2 Sherpas sont revenus immédiatement après les avoir avertis de ne pas aller au-delà du mur de pierre à 4500 mètres parce que c'est là que la vraie terre sacrée commencerait. Pour les alpinistes cependant, 4500 mètres était exactement où ils avaient prévu d'établir le camp 1. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Sans hésitation, ils ont franchi l'infâme mur de pierre dont tout le monde les avait avertis et ont continué à escalader pour établir le camp 2 à 5300 mètres. C'est 800 mètres au-dessus de la soi-disant zone de danger. Et toujours rien ne s'est passé. Le temps est resté stable, et les conditions n'étaient pas seulement gérables, elles étaient bonnes. Pas de vent soudain, pas de neige changeante, et rien de cette colère dramatique que les gens disaient que Kagarbo déchaînerait. Si les choses restaient ainsi pendant encore quelques semaines, atteindre le sommet aurait été une affaire conclue. Mais alors est venue la première fissure qu'ils avaient vue jusqu'à maintenant. Et elle n'était pas dans la glace, mais dans le groupe lui-même. En découvrant où établir le camp 3, l'équipe chinoise a suggéré de le placer loin d'une crête massive qui se dressait entre eux et la route devant. Leur idée était d'éviter toute zone sujette aux avalanches en montant. Mais l'équipe japonaise pensait qu'il serait mieux de le construire juste au milieu de la crête, plus près de l'endroit où serait le camp 4 afin qu'ils puissent économiser autant d'énergie que possible à des altitudes plus élevées. Alors que l'argument devenait plus tendu, le chef d'équipe Jiro est intervenu et a demandé à l'un des alpinistes de monter un peu sur la crête et de vérifier la situation sur le terrain pour qu'il puisse prendre une décision basée sur cela. Mais l'alpiniste est revenu peu après avoir rencontré un brouillard épais et incapable de voir quoi que ce soit, sans moyen d'évaluer les conditions correctement. Jiro, étant japonais lui-même, a fini par se ranger du côté de l'équipe japonaise et le camp 3 a été établi juste au milieu de la zone d'avalanche. Cette décision leur a presque tout coûté. En transportant de l'équipement vers le camp 4 autour de 5900 mètres, le sol a commencé à gronder soudainement. D'énormes blocs de neige sont venus s'écraser, formant une avalanche complète. Pendant un moment, cela a semblé être tout. Mais juste au moment où l'équipe s'est préparée au pire, l'avalanche s'est arrêtée, seulement quelques centaines de mètres avant leur camp, les épargnant à peine. Certains d'entre eux l'ont vu comme un coup de chance ou même une bénédiction. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cela aurait pu en fait être un avertissement de reculer. Un qu'ils ignoraient tout le temps. Le 28 décembre 1990, l'équipe d'alpinisme avait atteint le camp 4. Et avec tout en place, il était finalement temps d'aller pour le sommet. Les 5 alpinistes les plus forts et les plus expérimentés ont été regroupés. Et à l'aube, ils ont commencé leur poussée finale, portant juste assez d'équipement et de provisions pour durer la journée. Vers 11h30 du matin, un crépitement est venu à travers la radio, disant que l'équipe avait atteint la crête qui menait vers le pic principal, escaladant régulièrement à environ 200 mètres au-dessus du camp 4. Le sommet était encore à un peu plus de 500 mètres, mais le chemin devant semblait dégagé.
Et bien que les conditions soient rudes, elles semblaient encore gérables. Rien ne semblait encore hors de portée. Ils ont continué à bouger, couvrant encore 270 mètres, se poussant plus haut dans l'air plus mince et les cieux plus silencieux. Quand presque de nulle part, une masse épaisse et sombre de nuages a commencé à se former dans le sud-est. Au début, c'était juste un changement dans la lumière, comme une ombre lente rampant à l'horizon. Mais en quelques instants, cela a pris de la vitesse et a commencé à se diriger directement vers eux. À en juger par la rapidité avec laquelle cela se déplaçait, il semblait que le nuage passerait tout aussi rapidement. Mais au lieu de cela, la formation massive s'est arrêtée, planant juste au-dessus de la pente sur laquelle ils se trouvaient. Les températures déjà froides ont chuté davantage, et même à l'intérieur de leur combinaison isolée épaisse, le froid les a traversés directement, laissant les alpinistes trembler de manière incontrôlable. Et puis vint le vent. Des rafales hurlantes et tranchantes ont arraché la neige lâche du sol et l'ont lancée avec une telle force qu'elle les a frappés comme du verre brisé, piquant chaque morceau de peau exposé. Au cours des plusieurs minutes suivantes, la combinaison de vents brutaux et de froid qui pénètrent les os est devenue si insupportable que l'idée d'escalader plus loin a presque semblé ridicule. Mais redescendre ne semblait pas non plus très prometteur. Ils ne pouvaient même plus ouvrir leurs yeux, encore moins se parler et communiquer en descendant en sécurité. Alors, ils ont pris la décision de rester exactement où ils étaient et d'attendre que les choses se calment. Mais la tempête n'était pas le seul problème. Leur nourriture était presque finie, et leur force s'affaiblissait. Le temps a commencé à s'étirer. Les minutes ont semblé des heures, les heures comme des jours entiers. Mais ils savaient une chose avec certitude. Tu ne combats pas la montagne. Tu t'accroches juste et espères qu'elle te laisse partir. Ce n'est que vers 10 heures ce soir-là que la tempête a finalement commencé à se calmer. Le vent s'est apaisé juste assez pour qu'il commence une descente lente et douloureuse de retour au camp 3, s'arrêtant juste à 270 mètres du sommet. Bien sûr, ils n'étaient pas prêts à abandonner. Une fois qu'ils ont atteint le camp 3 et rejoint le reste de l'équipe, ils ont convenu d'attendre le temps. Ils étaient convaincus qu'ils auraient une autre chance, peut-être le 1er janvier. Mais le nouvel an est venu et reparti, et les cieux n'ont fait que s'assombrir. Pendant 2 jours de plus, la tempête a refusé de céder, et la montagne au-dessus semblait plus impossible que jamais. Peut-être que ces avertissements qu'ils entendaient n'étaient pas si fous après tout. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose là-haut avec quoi ils n'étaient pas censés se mêler. Les mots des villageois ont commencé à s'infiltrer dans leurs conversations de plus en plus. À ce point cependant, il était trop tard pour questionner s'ils auraient dû venir ici ou non. Ils devaient finir ce qu'ils avaient commencé. La nuit avant le 3 janvier 1991, les conditions se sont finalement senties calmes pour la première fois en jour. L'équipe a décidé que le matin suivant serait le moment d'essayer à nouveau. Seulement cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'atteindre le sommet. Il s'agissait de prouver que la montagne et ses adorateurs là-bas à Yubon avaient tort. Les événements exacts du jour suivant restent inconnus à ce jour parce qu'une tempête de neige sévère a frappé et le personnel de soutien attendant au camp de base n'a pas pu faire leur voyage habituel au camp 2 pour contacter les alpinistes. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné pendant la journée, de la neige fraîche s'est accumulée jusqu'à environ 1,60 m, arrêtant complètement leur progression. Vers 10h30 du soir, le personnel de soutien a finalement réussi à rétablir le contact avec les alpinistes, qui les ont informés que la neige nouvellement tombée était presque aussi haute qu'une personne. Il leur a été conseillé de continuer à déblayer la neige de leur tente toutes les 2 heures, et cet échange bref a été la dernière fois que quelqu'un a entendu parler d'eux. Le matin suivant, le camp de base s'est réveillé à un silence inhabituel sur les radios. Au début, ils ont pensé que l'équipe dormait probablement encore, épuisée de la nuit précédente. Mais au fur et à mesure que plus de temps passait, l'inquiétude a commencé à s'installer. Presque tout le monde dans l'équipe de soutien a attrapé ses radios et a commencé à crier leur nom. Mais pas une seule réponse n'est venue des 17 alpinistes. Vers 10 h du matin ce jour-là, le problème a été signalé au centre de commandement dans la capitale provinciale, qui a accepté d'envoyer un hélicoptère pour chercher les alpinistes. Mais en raison de l'aggravation du temps et du manque d'informations claires sur le terrain, le vol n'a pas pu avoir lieu. Environ 7 jours plus tard, des équipes de secours de Chine et de l'université de Kyoto au Japon sont arrivées, mais aucune d'elles n'a pu atteindre les pentes supérieures en raison des conditions extrêmes. Un hélicoptère a réussi à décoller quelques jours après cela et a pu capturer quelques photos à distance. Il n'y avait aucun signe des alpinistes ou de leur localisation. Mais ce qui était visible étaient les conséquences d'une avalanche massive,
estimé plus tard à plus de 300 000 tonnes de neige et de glace, qui avait probablement scellé le sort de tous les 17 alpinistes. Puis dans la nuit du 3 janvier, juste après ce qui serait leur échange radio final avec le camp de base, un brouillard épais et des nuages ont commencé à se former autour du camp, perturbant leur signal, ce qui a probablement mené à la perte complète de contact. Mais la partie la plus glaçante était une ligne qui semblait être griffonnée dans la panique, disant « Ils arrivent. Nous avions tort. Il est trop tard pour descendre de la montagne. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. » Les notes et le journal se terminaient là. Parmi les autres découvertes était une montre appartenant à l'un des alpinistes morts qui s'était arrêté exactement à 1h34 du matin, marquant probablement le moment où ils sont morts ou ont rencontré quel que soit l'événement terrible qui s'est passé cette nuit-là. Aussi cruciale que cette découverte ait été, elle a fini par soulever plus de questions qu'elle n'en a résolu. Et même maintenant, l'incident reste comme l'une des tragédies les plus déroutantes et mystérieuses de l'histoire de l'alpinisme. Certains experts suggèrent que les entrées du journal peuvent refléter des symptômes classiques de psychose d'altitude ou de délire. Quelque chose que les alpinistes expérimentent souvent dans des conditions extrêmes, où ils commencent à voir des choses étranges ou à avoir des expériences étranges basées sur quelles que soient les peurs ou pensées qui sont déjà dans le fond de leurs esprits. Dans ce cas, il est possible que les avertissements et l'opposition des locaux soient entrés dans leur tête. Et avec le temps qui empirait, ces pensées ont peut-être commencé à se sentir réelles. Mais même alors, il n'y a toujours pas d'explication solide pour ce qui s'est exactement passé à l'équipe sur cette montagne. Quant à la montagne elle-même, en 2001, les autorités chinoises ont officiellement interdit l'escalade sur les montagnes enneigées de Méli. Et depuis lors, le mont Kagarbo reste non escaladé à ce jour.